Donc, quelques mots. Alors, je dois dire que je suis vraiment très, très heureux d'avoir François-Marie avec nous, pour la simple raison que ça fait des années, ça fait des années que nous échangeons, et c'est la première fois qu'on se rencontre. Voilà. Et François-Marie a été toujours généreux de son temps lorsque je lui posais des questions sur ces problématiques et qui m'a toujours répondu. Donc on se répondait soit par téléphone, soit par mail. Donc merci pour cela. Donc François-Marie est directeur de recherche au CEA, c'est ça? Non. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, directeur de recherche au CEA, dans sans doute ce qui est un des plus grands laboratoires sur le climat en France, dont le directeur est d'ailleurs Robert Vautard, qui interviendra la semaine prochaine. Et évidemment, dans le cadre des séminaires, souvent je demande aux gens que j'ai envie d'écouter et que je suis heureux de vous proposer, des gens qui vous parlent de leur recherche. Donc, c'est ce que va faire François-Marie. Voilà, je lui laisse la parole. Je vais me permettre, enfin, donc je suis d'accord avec l'essentiel de ce qui a été dit. Juste, puisque tu as dit quelque chose sur les rapports du GIEC, et ce qui était anticipé par les rapports du GIEC pour ce qui était des émissions de carbone et la consommation des énergies fossiles. Et là, je pense qu'il y a une petite imprécision qui mérite d'être indiquée. Et donc, je vous montre le résumé pour les décideurs du rapport Global Warming 1,5 degré qui est sorti, qui avait été fait par le GIEC en réponse à une commande qui avait été faite au moment des accords de Paris. Et donc, en fait, ce rapport, enfin ce résumé, il montre plusieurs scénarios de comment est-ce qu'on peut arriver à maintenir le changement climatique sous les 1,5 ou 2 degrés. Donc il y a plusieurs scénarios qui ont été faits parce que, à nouveau, le GIEC n'est pas prescriptif. Il ne dit pas c'est comme ça qu'il faut faire. Il dit bah tiens voilà différentes choses possibles. Et donc dans ce résumé pour les décideurs, il y a cette figure qui montre la consommation, par exemple, tiens, je peux le montrer ici, ça marche là, voilà. Donc la consommation de charbon, de pétrole et puis de gaz. Et donc c'est en diminution par rapport à la version de 2010. Et vous voyez, on n'est pas à moins 100%. Donc il est bien admis dans les scénarios du GIEC qu'on continuera à consommer des combustibles fossiles, même à l'échéance 2050. Simplement, il y aura des puits qui seront associés qui permettront de faire ça. Voilà, donc ça, toute petite correction. Sinon, merci beaucoup pour cette introduction qui correspond tout à fait au genre de choses que je voulais raconter. Donc, voilà, alors moi, je vais vous faire aujourd'hui un exposé sur essentiellement le cycle naturel du carbone, même si ce cycle naturel est perturbé par les émissions humaines, et donc il faut en parler un petit peu aussi. Et donc, je commence par raconter qui je suis. Donc j'ai cette planche qui raconte ça. Donc moi, à la base, je suis chercheur dans un laboratoire qui est à 25 km au sud de Paris. C'est le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. C'est un laboratoire qui dépend du CNRS, du CEA, du CNRS et de l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Donc une unité mixte de recherche. Donc par ailleurs, dans le cadre de mon travail, j'ai été auteur du 5e rapport du GIEC qui est sorti en 2014, mais pas du 6e. Donc voilà, donc je connais bien comment fonctionne le GIEC de l'intérieur. Et puis dans un cadre non professionnel, j'ai quand même pas mal d'activités où justement j'essaye de dire ce qu'est la science au grand public. Et en particulier, je suis président d'une association qui s'appelle l'Association française pour l'information scientifique, qui justement essaye de promouvoir la science. Et justement, on va essayer de lutter contre finalement cette désaffection de la science qu'on observe en particulier chez des jeunes. Voilà, donc on essaye de faire ça. Et dans ce cadre-là, en fait, on sort un magazine qui s'appelle Science et Pseudosciences, qui sort 4 fois par an et qui est fait uniquement par des bénévoles
Donc c'est un petit miracle à chaque fois d'arriver à sortir ça. Ça se vend au kiosque, on peut être abonné. Voilà. Et puis d'autre part, j'ai une activité militante. Je suis membre du conseil d'administration de l'association des voix du nucléaire. Donc en fait, je suis militant pro-nucléaire parce que je pense que le nucléaire fait partie de la solution. C'est certainement pas la solution, mais ça en fait partie. Et donc voilà, c'est dans ce cadre-là que je suis très actif sur Twitter, en particulier justement pour toutes les questions climat et énergie. Et j'essaye de ramener un petit peu de vérité. Oups, alors je ne sais pas pourquoi c'est passé. Voilà, et puis donc autour de ces thématiques, je suis aussi auteur de 2 livres grand public. Alors, on commence vraiment la présentation. Ce que vous avez, par un petit film, j'en ai pas beaucoup pendant la presse, ce que vous avez sur cette figure, ça vous montre le dioxyde de carbone, les concentrations de dioxyde de carbone dans l'atmosphère au cours du temps. Vous voyez les années qui défilent ici. Là, on est en 1984. Et puis, en fait, sur la carte ici, vous avez les stations de mesure où, en fonction de l'année, là, on mesurait justement le dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Vous allez voir qu'il y a de plus en plus de stations qui s'éclairent dans le monde parce que, au cours du temps, on a réalisé l'importance de ce gaz sur le climat. Et donc, il y a de plus en plus de groupes de recherche qui se sont dit, tiens, on va le mesurer, cette concentration. Et donc, vous voyez que sur la figure de gauche, là, vous voyez vraiment comment ça évolue. Donc, vous voyez bien que, tiens, ça va vers le haut. Hein. La concentration moyenne est en train d'augmenter. Vous voyez qu'il y a de plus en plus de points. C'est ce qui est relié à ce que je vous racontais il y a un instant. Hein. Il y a de plus en plus de stations. Et puis, en fait, il y a 2 points. En fait, les 2 stations où on mesure depuis très longtemps, c'est celle-là. Le point rouge ici, c'est à Mauna Loa, un peu au milieu du Pacifique, sur l'île Hawaï, et puis aussi au pôle sud, on mesure ça. Et donc, vous voyez qu'en gros, dans l'hémisphère sud, vous avez une tendance à l'augmentation qui est relativement régulière. Et par contre, dans l'hémisphère nord, là, ce qui est sur la droite, hein, l'équateur est au milieu, vous voyez qu'il y a ces battements très importants. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est essentiellement lié au cycle de la végétation. Au printemps et en été, la végétation absorbe du dioxyde de carbone de l'atmosphère, et puis au contraire, en été, en hiver, ça rejette. Donc ça, vous voyez que c'est là, en fait, on fait des mesures directes de la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère depuis à peu près la fin des années 50. En 1956, je crois, ça a commencé là justement au pôle sud et à Mauna Loa. Si on veut aller plus loin en arrière, en fait, on va se servir des carottes de glace. Hein, donc, vous savez, on va chercher de la glace au Groenland ou en Antarctique. Dans cette glace, il y a des petites bulles d'air, et en fait, on peut du coup retrouver la concentration, la composition de l'atmosphère au moment où ces bulles d'air, enfin la glace s'est formée, les bulles d'air ont été piégées. Et donc c'est vraiment ça qui permet de remonter en arrière. Alors évidemment avec une résolution temporelle qui est pas très bonne, hein, mais par contre avec une précision qui est tout à fait aussi bonne que ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. Les microbules seront suffisantes pour connaître cette concentration. Et donc c'est ça qui permet de savoir un peu quelle était cette concentration, au moins sur les 400 000, où en fait on est remonté là jusqu'à 800 000 ans. Il y a une nouvelle carotte de glace qui est en train d'être creusée et qui va probablement permettre d'aller jusqu'à 1,5 million d'années. On pense qu'on a trouvé un endroit en Antarctique justement où il y avait cette glace très, très vieille, hein, encore plus vieille que ce qu'on avait creusé jusqu'à présent. Et donc voilà, on est en train d'aller la chercher, mais évidemment elle est à plusieurs milliers de mètres de profondeur sous la surface de l'Antarctique. Voilà, donc ce bilan un petit peu de la composition de l'atmosphère au cours du temps. Donc si on zoome un petit peu, vous voyez qu'il y a cette figure-là. Donc ça, c'est la concentration justement à Mauna Loa, hein, la station que je vous ai montrée il y a un instant. Et donc vous voyez qu'il y a la tendance à l'augmentation, hein, qui est même plus rapide aujourd'hui que c'était dans les années 60. Et puis il y a ces oscillations, hein, que je vous ai expliquées, qui sont dues à la végétation. Et donc si vous voyez si on remonte là c'est sur 2000 ans, hein, pendant 2000 ans, la concentration était relativement stable autour de 280 parties par million, et cette augmentation très rapide récemment. Et donc vous voyez, voilà,
toujours la même chose. Hein. Aujourd'hui, on a une concentration on est complètement sorti des variations naturelles, au moins des variations naturelles sur les trois. En fait, on pense qu'aujourd'hui, on a une concentration qui est plus élevée dans l'atmosphère depuis au moins 3 millions d'années. Alors, c'est parfaitement exact que si on va plus loin en arrière, on a des concentrations qui sont plus importantes, mais en tout cas, depuis que l'homme est sur Terre, il n'a pas connu de choses comme ça. Alors, même chose que je montre ici quelque chose similaire à ce que Marc a montré il y a quelques minutes, mais ça vous permet de comprendre un petit peu. Tout à l'heure, tu montrais, tiens, c'est 37,5, moi j'ai des valeurs qui sont un peu supérieures. La différence, c'est que la figure qui était montrée tout à l'heure, c'était le fossil fuel. Et donc le fossil fuel, c'est le charbon, le pétrole, le gaz, mais par-dessus, il faut rajouter l'effet de la déforestation, qui est aussi une source anthropique de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et vous voyez qu'à la fin du 19e siècle, en fait, il y avait déjà de la déforestation sur Terre. Hein. La population humaine était en croissance, donc il y avait besoin de plus de place pour l'agriculture. Et quand on a besoin de place pour l'agriculture, on coupe une forêt, on la brûle et on met un champ de maïs à la place. Et donc, évidemment, puisqu'on brûlait la forêt, ça conduisait à des émissions de dioxyde de carbone qui étaient de quelques milliards de tonnes par an. Hein. C'est ça, les unités ici, c'est les milliards de tonnes. Alors là, moi, je parle ici en tonnes de CO2. Quelquefois, il y a des confusions d'unités. Est-ce qu'on parle en tonnes de carbone ou en tonnes de dioxyde de carbone? Il y a un facteur qui est pas loin de 4 entre les deux. Mais voilà, ici, on est en tonnes de dioxyde de carbone. Donc voilà, en fait tout à l'heure on vous a montré aussi une figure qui finalement ressemblait beaucoup à ça avec le charbon, le pétrole, le gaz, et on voyait que c'était en quantité d'énergie. Hein, et donc le pétrole, en quantité d'énergie, le pétrole est dominant. Par contre, en quantité de dioxyde de carbone qui est mis dans l'atmosphère, c'est vraiment le charbon qui est dominant. Et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu le truc global, hein, c'est la production d'électricité, c'est un tiers des émissions de dioxyde de carbone. Par contre, si on regarde en gaz à effet de serre, qui inclut le méthane, le protoxyde d'azote, comme ça l'a été très bien rappelé aussi, là, on descend plutôt à un quart pour la production électrique. Alors, une figure qui est la figure complète, le cycle du carbone, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout ça. Donc ça, c'est une figure qui est extraite du cinquième rapport du GIEC, qui vous montre un petit peu tout, qui vous montre où est-ce qu'il y a du carbone dans le sous-sol, dans l'océan, dans la végétation, dans l'atmosphère, et puis qui essaie de quantifier un petit peu les échanges annuels entre ces différents réservoirs. Alors les flèches, quand vous avez des flèches en noir, c'est le cycle naturel, et puis les flèches en rouge, c'est le cycle, c'est soit les émissions humaines, soit les flux naturels, mais qui ont été perturbés justement par ces émissions anthropiques et le fait que du coup la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère a évolué. Alors regardons ça un petit peu dans le détail. Là ici on a le stock des combustibles fossiles, hein, donc ça se compte en milliards. Alors tout à l'heure, tu as fait les unités, les mégas, les gigas, les téras. Il en manquait une, il fallait aller jusqu'au péta. Donc on a des pétagrammes de carbone. Des pétagrammes, c'est la même chose que les milliards de tonnes. Donc ça veut dire que dans le sous-sol, hein, on a quelques centaines, voire quelques milliers de milliards de tonnes de carbone qui sont potentiellement accessibles, qui sont potentiellement exploitables. Et puis on en a déjà bouffé à peu près 400 milliards de tonnes qui ont été extraites du sous-sol et consommées par les activités humaines. Alors après, quand on regarde un petit peu dans l'atmosphère, dans l'atmosphère, l'ordre de grandeur, c'est quelques centaines aussi, hein, 589, donc 600 en gros, 600 milliards de tonnes, mais qui a déjà augmenté de pratiquement 50%, le 240. Et puis ça continue d'augmenter d'à peu près 4 milliards de tonnes chaque année. Dans les océans, en fait, mais le gros réservoir de carbone, finalement, il est dans les océans.
vous voyez que dans les océans, il y a du carbone dissous et c'est 37 000 milliards de tonnes. Donc c'est vraiment plusieurs ordres de grandeur supérieurs à ce qui est dans le sol. Et puis la végétation, l'ordre de grandeur du stock de carbone dans la végétation, c'est à peu près le même que ce qui est dans l'atmosphère, c'est quelques centaines de milliards de tonnes. Par contre, dans les sols, c'est un peu plus que ça. Vous voyez, on est à 1500, 2000, 2400 milliards de tonnes de carbone qui est dans les sols, et puis quelques centaines dans la végétation. Donc ça, c'est les stocks. Alors maintenant, on peut regarder un petit peu les flux. Donc tout à l'heure, je vous ai montré la déforestation qui continue aujourd'hui, même si elle est moins importante aujourd'hui que ce qu'elle était dans les années 80. Et ben, cette déforestation continue, ça met encore 1,1, enfin voilà, l'ordre de grandeur, c'est 1 milliard de tonnes qui partent dans l'atmosphère. Et puis il y en a, mais en fait, dans le même temps qu'il y a de la déforestation, en fait, on voit bien que la végétation a tendance à absorber du carbone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, c'est plutôt favorable à la croissance de la végétation. Donc on observe qu'aujourd'hui, la végétation dans les zones qui ne sont pas perturbées, ça a tendance à grossir, à stocker plus de carbone. Et donc vous voyez que vous avez une flèche, vous avez un flux net qui va vers le bas, c'est du naturel, d'une certaine manière, c'est juste la végétation qui fonctionne, simplement, puisque l'atmosphère a été perturbée du fait des activités humaines, et ça va perturber le cycle naturel du carbone, qui conduit donc à un flux net de carbone qui est dans la végétation, qui est de l'ordre de grandeur, c'est 3 milliards de tonnes, 3 milliards de tonnes chaque année. Et puis en fait, vous avez à peu près la même chose dans les océans. Vous voyez que dans les océans, en fait, vous avez des flèches, enfin, il y a des échanges en permanence entre les océans et l'atmosphère qui sont très importants. Vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir dans le fond, mais l'ordre de grandeur, c'est 80 milliards de tonnes chaque année, donc c'est beaucoup plus que les 10 milliards de tonnes qui sont émis par les activités humaines, mais simplement, en même temps, il y a la flèche vers le bas, et puis il y a la flèche vers le haut. Donc ça veut dire que les échanges, normalement, dans le cadre du cycle naturel du carbone, il y a en permanence des échanges très importants entre l'atmosphère et l'océan. Simplement, ces flux sont à peu près équilibrés. Et donc, puisqu'il y a de plus en plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, donc les concentrations sont en train d'augmenter, et par conséquent, ça génère un flux, parce que du coup, il y a un déséquilibre des concentrations, et donc ça génère un flux vers le bas, un flux net qui est de l'atmosphère vers le carbone. La quantité de carbone dans l'océan est en train d'augmenter. Et donc, ça c'est un flux semi-naturel. C'est un flux qui vient du fait que le cycle du carbone est perturbé. Et donc, on a... c'est ça qu'on a. Et du coup, ça c'est quelque chose que Marc a déjà un peu dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en gros, les activités humaines, donc la combustion du carbone fossile plus la déforestation, c'est en gros 40 milliards de tonnes de dioxyde de carbone qui va dans l'atmosphère chaque année. Ça, c'est une moyenne en fait sur une dizaine d'années, sur les 10 dernières années. Et vous voyez, vous avez des chiffres exacts, mais globalement, il y en a un quart qui part dans l'océan, il y en a un quart qui part dans la végétation, et puis il y en a la moitié qui reste dans l'atmosphère. Vous avez des chiffres un peu plus exacts. Vous voyez que c'est pas la moitié, un quart, mais les ordres de grandeur sont là. Alors, c'est pas complètement équilibré. En fait, on comprend pas encore absolument tout. Si on fait les calculs de combien il y en a qui part dans l'atmosphère, ce qui part dans l'atmosphère, on le connaît très précisément. Ce qui part dans la végétation, plus ou moins bien. Ce qui part dans l'océan, plus ou moins bien. Et donc, en fait, entre les deux, il y a une différence de 4%. Il y a une incohérence dans le bilan net qui est de 4% du total, c'est pas grand-chose. Donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on a vu, la concentration de dioxyde de carbone a augmenté au cours du temps. C'est le moteur principal
de l'augmentation de l'effet de serre et donc du changement climatique, mais quand même, heureusement qu'on a eu ces puits naturels, parce que s'il n'y avait pas ces puits naturels, on serait là aujourd'hui, et donc évidemment, le réchauffement climatique serait nettement plus important qu'aujourd'hui. Enfin, en gros, il serait 2 fois plus important que ce qu'il est aujourd'hui. Alors jusqu'à présent, je vous ai montré en gros des moyennes, c'était un peu des moyennes sur les 10 dernières années. Ici, vous avez une figure qui regarde un petit peu plus précisément, année par année, qu'est-ce qui se passe. Hein, et donc vous voyez que, ok, on a la déforestation. Alors ça, pour ce qui est des émissions, je vous ai déjà montré donc la déforestation qui est là, et puis la combustion des flux fossiles qui est là, avec des petites variations interannuelles, mais enfin en gros, ça va tout seul. Vous voyez qu'ensuite, donc comme je le disais, il y en a une partie qui va dans l'océan, une partie qui va dans la végétation, une partie qui va dans l'atmosphère. Vous voyez que ce qui part dans l'océan, d'une année sur l'autre, a priori, ça ne varie pas beaucoup, hein, le flux net. En gros, c'est de la physique. Hein. Vous avez une concentration dans l'atmosphère qui est en déséquilibre avec la pression partielle dans l'océan, et par conséquent, ça crée un flux net. Donc il y a des petites variations interannuelles quand il y a des événements El Niño, des trucs comme ça, mais globalement c'est assez stable. Par contre, vous voyez que ce qui part dans le puits terrestre, hein, vous voyez que je vous ai dit c'est un quart en moyenne, mais vous voyez qu'il y a des variations interannuelles qui sont très importantes parce que justement la capacité de la végétation à absorber à prendre du carbone, ça dépend quand même de la météo. Quand il fait plus ou moins chaud, quand il y a plus ou moins de précipitations, la végétation fonctionne pas de la même manière. Et puis de même, en fait, il y a quand même aussi la dégradation de la matière du carbone dans le sol, hein, qui génère aussi, là pour le coup, un flux vers l'atmosphère, dépend aussi des conditions de température et d'humidité. Et par conséquent, ça va dépendre pas mal de la météorologie à grande échelle. Et par conséquent, c'est ça qui explique, c'est essentiellement cette variabilité interannuelle du puits terrestre qui explique les variations interannuelles de ce qui reste dans l'atmosphère, donc du taux de croissance. Hein. Quand on dit, cette année, la concentration atmosphérique a augmenté de 2 ppm, d'autres années c'est 3 ppm, et pourquoi il y a ces variations ? Ce n'est pas du tout parce que les émissions humaines ont varié de manière significative. Hein. Typiquement, l'impact Covid qui a diminué les émissions de 5%, vraiment on ne le voit pas sur le taux de croissance. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est vraiment le puits terrestre qui varie d'une année sur l'autre. Alors, maintenant, on va parler un peu des rétroactions. C'est une figure qui est un peu compliquée. Je pense que c'est la figure la plus compliquée que ce que je vous ai montré aujourd'hui, et qui regarde un petit peu la rétroaction entre le carbone et le climat. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est extrait du 5e rapport du GIEC. Et en fait, de cette figure, elle va utiliser pas mal de modèles de climat. Et les différents modèles ont différentes réponses. Et donc, on regarde un petit peu si les modèles sont en accord entre eux ou pas. Alors, la première, ce qu'on voit, en fait, il y a à chaque fois, il y a 2 lignes, C4MIP et CMIP simple. Donc CMIP simple, c'est le 5e rapport du GIEC qui est sorti en 2014, et puis C4MIP, c'était le 4e rapport qui était sorti 7 ans auparavant. Et donc ça permet de voir si la science a progressé, s'il y a un meilleur accord ou pas entre les modèles, entre les deux. Mais bon, je ne vais pas trop regarder ça, je vais regarder surtout les résultats de CMIP simple. Alors la première ligne, c'est justement c'est l'impact du CO2 sur le climat, l'impact du CO2 sur la température, et donc on regarde un petit peu la sensibilité du climat, la sensibilité du climat au CO2, ça va s'exprimer en Kelvin, hein, la température, divisée par des ppm, la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et donc vous voyez que là-dessus, la sensibilité du climat, il y a pas un accord parfait, hein, mais il y a un relativement bon accord justement sur cette sensibilité climatique à cette augmentation de CO2. Donc vous voyez avec une petite dispersion, mais une meilleure estimation qui est là. Ensuite, vous allez, autre chose, c'est comment est-ce que les puits, vous avez vu, hein, je vous ai montré qu'aujourd'hui, du fait que le CO2 augmente dans l'atmosphère, il y a un puits qui se met en place, aussi bien dans la végétation que dans les océans. Et donc, quel est l'ordre de grandeur de ce puits ? Donc là, l'ordre de grandeur, l'unité, c'est des pétagrammes de carbone, hein, ou des milliards de tonnes par unité de ppm. Et donc là, vous voyez qu'il y a ça dans les océans. Donc vous voyez que dans les océans,
pratiquement tous les modèles sont d'accord. Quelle est sa sensibilité? Bon, il faut dire, ça c'est de la physique vraiment de base. Hein. Vous avez des échanges entre l'atmosphère et l'océan, donc ça, simplement la vitesse de ces échanges, elle est relativement bien connue, et donc il y a assez peu d'incertitudes aujourd'hui justement sur cette sensibilité du puits océanique à l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Vous voyez que par contre, pour ce qui est de la végétation, quelle est la sensibilité de du puits végétal à l'augmentation du CO2? Vous voyez que là, pour le coup, il y a une très grande dispersion, enfin, il y a une grande dispersion entre les différents modèles. Et puis alors, après, ce qui va compter dans le futur, c'est comment est-ce que les puits de carbone, là, je vous ai montré qu'aujourd'hui, la végétation nous aide, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la concentration de dioxyde de carbone augmente dans l'atmosphère, il y a des puits de carbone qui se mettent en place, qui vont limiter un petit peu cette augmentation. Donc la question, c'est de savoir, oui, mais qu'est-ce qui va se passer dans le futur? C'est-à-dire que dans le futur, on sait que le climat, la température va augmenter, on sait que les précipitations vont se modifier, ça ne va pas être aux mêmes endroits potentiellement, et donc ça va avoir un impact sur la végétation, ça va potentiellement modifier justement c'est aussi bien le puits vers l'océan que le puits vers la végétation. Et la question, c'est de combien? Est-ce que ça va plutôt augmenter encore ces puits ou pas? Alors, commençons par l'océan, à nouveau. Vous voyez que la rétroaction, elle est négative. Hein, c'est-à-dire que les modèles nous disent que quand le climat est en train de changer, et du fait de ce changement climatique, on a plutôt tendance à réduire les puits. En fait, pour l'océan, c'est facile à comprendre. En fait, la capacité de l'eau à dissoudre du CO2 diminue avec une augmentation de la température. Donc du coup, si vous changez le climat et que vous augmentez la température des océans, vous allez réduire un peu le puits. D'accord ? Donc le puits va se réduire. Ça ne veut pas dire qu'il va s'annuler, hein, mais il se réduit de fait de l'impact du changement climatique. Là aussi, avec une incertitude qui n'est pas trop grande. Vous voyez que les différents modèles, ils sont à peu près séparés. Et vous voyez que, par contre, alors la végétation aussi va subir le changement climatique. On peut se dire, est-ce que la végétation plutôt apprécie une augmentation de la température, ou est-ce que plutôt la végétation, elle n'aime pas trop une augmentation de la température, et puis plus l'impact des précipitations. Et donc là, vous voyez qu'il y a un impact négatif, hein, qui est plutôt plus important que celui sur les océans. Et vous voyez qu'il y a quand même une très grande dispersion des modèles, hein, avec des modèles qui nous disent non, en fait, on est proche de zéro, donc finalement, la végétation pour elle, le changement climatique, c'est assez neutre, elle va continuer à absorber du carbone de la même manière. Et puis au contraire, il y en a d'autres qui disent non, la végétation, elle va vraiment en prendre plein la figure. Et donc, en fait, là où on a un puits, le puits de carbone qu'on a aujourd'hui, il va très fortement se réduire avec le changement climatique. Et donc, vous voyez que le fait qu'il y ait une très grande dispersion des modèles montre bien que c'est là qu'on a de l'incertitude. Et en fait, si on regarde un petit peu maintenant la distribution spatiale de ces différentes rétroactions, hein, quelles sont les zones ici, et quelles sont ici, c'est en fonction de la latitude. Donc là, c'est justement cet impact du changement climatique sur les puits de carbone. Hein. Donc vous voyez que là, le puits de carbone, pour l'océan, c'est en bleu. Vous voyez que c'est surtout on pense que c'est surtout sur la zone de l'hémisphère sud que justement le changement climatique va avoir un peu un impact sur cette capacité des océans à stocker du carbone. Et vous voyez que pour ce qui est de la végétation, donc on pense plutôt que le changement climatique il va plutôt avoir un effet bénéfique sur la capacité des zones boréales à stocker du carbone. Pas une grosse surprise, hein. Aujourd'hui on se dit bien que les forêts boréales, le fait qu'ils fassent moins de zéro toute l'année, c'est quand même pas terrible pour la croissance, et donc si la température augmente, c'est plutôt favorable pour la croissance des forêts boréales, qui vont donc plutôt bénéficier du changement climatique et par conséquent stocker plus de carbone. Et puis à l'inverse, hein, donc on pense que les modèles nous indiquent que les zones tropicales vont plutôt subir de manière négative, réagir de manière négative à cette augmentation, à ce changement climatique, mais vous voyez avec une très grande incertitude, hein, la zone verte, c'est ce que nous disent les différents modèles. Voilà. Donc ça c'est un petit peu, finalement,
ça permet de définir quelles sont les grandes questions scientifiques et sociétales qu'on a un peu aujourd'hui. C'est finalement où sont les sources et les puits naturels de carbone pour essayer de comprendre de mieux en mieux justement ces différents échanges, parce qu'il y a encore pas mal d'incertitudes. On a une très bonne connaissance finalement des puits nets globaux. Parce que simplement on regarde quelle est l'augmentation de la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, puisqu'on sait à peu près quelle est la quantité de carbone qui est émise par les activités humaines. Le puits total, on le connaît assez bien. Et puis en fait, simplement en regardant aussi l'oxygène, en regardant la concentration de l'oxygène dans l'atmosphère, ça nous donne un moyen, il y en a d'autres, pour séparer qu'est-ce qui part dans l'océan et qu'est-ce qui part dans la végétation. Parce qu'en fait, la molécule de dioxyde de carbone qui part dans l'océan, elle emporte son oxygène avec elle, alors que le dioxyde de carbone qui part dans la végétation, lui, il se débarrasse de l'oxygène. Donc finalement, en regardant la concentration d'oxygène dans l'atmosphère, on arrive à faire cette séparation entre le puits végétation et le puits océanique. Bref, donc finalement, on a aussi une question scientifique, c'est quels sont les paramètres qui contrôlent ces flux. Quelle va être la réponse de la végétation au changement climatique ? Je vous ai montré que c'était quand même la grande question pour anticiper quelle va être la vitesse finalement du changement climatique, quelle va être l'amplitude de cette rétroaction. Et puis d'autres questions qui sont un peu plus sociétales, finalement d'adaptation, ou en tout cas ou de mitigation. Finalement, une gestion appropriée des surfaces peut-il avoir un impact positif sur le puits de carbone ? Est-ce qu'on peut s'arranger pour justement augmenter ces puits ? Et puis finalement, il y a une autre question, mais qui porte pas sur le sur le cycle naturel du carbone, c'est de quantifier les émissions anthropiques de CO2 et de méthane. On a déjà des bonnes idées aujourd'hui, mais on pourrait vouloir les préciser encore mieux. Alors, maintenant, je vais parler un petit peu justement de l'observation, et le titre de ma présentation, c'était depuis l'espace, parce que c'est un peu ma spécialité. En fait, moi, pendant ma carrière, j'ai mis au point des satellites, et j'ai beaucoup utilisé les satellites pour observer la Terre de manière générale, les aérosols, la végétation. Alors là, en fait, sur donc un peu l'animation ici, elle vous montre un peu comment fonctionne un satellite d'observation de la Terre en orbite basse. En fait, vous voyez que le satellite, il tourne autour de la Terre d'un pôle à l'autre, et puis en fait, pendant les 100 minutes qui sont nécessaires vers le tour, la Terre a un petit peu bougé, et par conséquent, le même satellite, en fait, il va voir une zone un peu décalée, et ce qui fait qu'un satellite qui a une fauchée suffisamment grande, ça veut dire un satellite qui regarde suffisamment à droite et à gauche, il peut observer pratiquement toute la Terre tous les jours, et même 2 fois par jour, une fois côté nuit, et puis une fois côté jour. Et donc c'est à partir d'observations de ce type-là qu'on arrive à faire ce genre de carte. Alors pour arriver à faire ce genre de carte, il y a quand même pas mal de traitements par derrière. D'abord, il a fallu détecter quelles sont les zones qui sont couvertes par les nuages et quelles sont les zones qui sont claires et qui nous permettent de voir la surface. Ensuite, il y a tout un algorithme de correction parce que en fait, il y a quand même la lumière du soleil quand elle traverse l'atmosphère, elle est un peu perturbée. Donc pour connaître vraiment l'état de la surface, il faut corriger un petit peu ces perturbations de l'atmosphère sur le rayonnement. Mais on arrive à faire des choses comme ça. Donc vous voyez là, ça c'est 3 cartes qui sont à 3 mois de l'année différents. Vous voyez, là en hiver, à la sortie de l'hiver, on a quand même pas mal de neige. Et puis là, ça doit être au mois de mai où les zones de neige sont plus vers les pôles. Et puis ensuite, ça c'est au mois d'août où il y a de la neige uniquement sur le Groenland de l'hémisphère nord. Mais donc ça, c'est le truc qui est vraiment évident. Maintenant, si vous regardez un petit peu plus en détail, vous verrez que les zones, même qui ne sont pas couvertes de neige, en fait, s'éclaircissent plus ou moins sur l'année. Ça, c'est parce que justement, vous avez la végétation qui fonctionne, et quand il y a justement de l'activité photosynthétique ou quand il n'y a pas d'activité photosynthétique, ça absorbe de la lumière de manière un peu différente, et c'est ça qui va nous permettre justement de quantifier ça. Alors je vais aller un tout petit peu plus dans le détail, et en fait là ce que je vous montre sur le graphe qui est à droite, c'est en fonction de la longueur d'onde. Donc je pense que vu l'assistant, je n'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est que la longueur d'onde, ce que je fais quand je fais mes conférences grand public. En fait, ce que je vous montre là, c'est la réflectance, donc la proportion de lumière solaire qui est réfléchie
par différentes surfaces, en fonction justement de cette longueur d'onde. Et donc vous voyez, en gros, un sol nu, donc la réflectance augmente avec la longueur d'onde, mais de manière assez continue, sans gros accrocs. Et par contre, vous voyez que pour ce qui est de la végétation, une végétation qui est bien active, qui fonctionne bien, donc vous voyez que la réflectance est très faible dans le visible, parce qu'en fait, la lumière solaire est absorbée par les pigments chlorophylliens, un peu moins dans le vert que dans le bleu et le rouge, mais quand même dans le vert, en fait, la végétation absorbe pas mal la lumière. Et vous voyez qu'à l'inverse, vraiment dans le proche infrarouge, donc juste au-delà des longueurs d'onde auxquelles notre œil est sensible, et ben là, la végétation réfléchit énormément la lumière. Donc ça veut dire que si notre œil était, si le rouge de notre œil n'était pas ici, mais plutôt par là, et ben la végétation apparaîtrait rouge à notre œil. Donc, en fait, les satellites, ils ont plusieurs bandes de mesure. Généralement, il peut y avoir plein de bandes, mais typiquement, on va faire une mesure dans le bleu, une mesure dans le vert, une mesure dans le rouge et une mesure dans le proche infrarouge. Et puis, simplement, en faisant la différence entre la mesure dans cette bande-là et puis la mesure dans cette bande-là, et ben, en gros, si la différence est faible, c'est qu'on est plutôt sur un sol nu, et puis si la différence est importante, et ben, c'est qu'on a de la végétation active. Bon, ça, c'est du tout premier ordre. Vous imaginez bien que ce qu'on fait en vrai, c'est plus compliqué que ça, mais il n'y a pas besoin de le comprendre. Voilà, au premier ordre, vraiment, la technique de base de la mesure, c'est simplement d'aller faire la mesure dans deux bandes, autour de ce qu'on appelle le red edge, la limite rouge, et donc on fait une mesure juste en dessous de cette limite rouge, une mesure juste au-dessus, et la différence nous permet de quantifier au premier ordre l'activité de la photosynthèse. Il y a un autre truc qu'on fait de manière... Ça, c'est très vieux, ce qu'on fait, ça fait 40 ans qu'on fait ce genre de choses. Depuis une dizaine d'années, on fait un autre truc, c'est en fait, la chlorophylle, l'activité photosynthétique, il y a aussi un peu de fluorescence. Et en fait, la fluorescence est beaucoup plus difficile à mesurer. Ça demande En fait, on va faire une mesure dans une longueur d'onde où il y a très peu de flux solaire incident. C'est une raie d'absorption du soleil. Et donc, si on mesure dans cette longueur d'onde-là, justement, on va mesurer qu'est-ce qui est émis par la végétation et pas ce qui est réfléchi. Et donc, c'est un autre moyen de quantifier cette activité photosynthétique. Et donc, je vous montre un petit exemple. Ça, c'est une étude que j'ai faite. Bon, ça commence à dater un petit peu, mais c'est pour illustrer le genre de choses qu'on peut faire. Donc, justement, au cours du temps, vous voyez que, en gros, j'ai fait un indice qui ressemble à ce que je vous ai montré là, il y a quelques instants. Donc ça permet vraiment de voir le cycle annuel de la végétation, avec en hiver la végétation est dormante, il y a peu d'activité, puis au contraire au printemps et en été ça démarre. Et en fait on avait mis au point une technique pour détecter à quel moment ça commençait à partir, et puis ça nous permettait de voir justement quelle était cette date, la date de début de croissance, un peu c'est la date du débourrage des feuilles. On avait pu le valider, donc on avait mis au point une technique justement à partir des observations satellites pour estimer cette date de débourrage, et on l'avait validé avec des observations sol. Il y a un certain nombre d'endroits en France et dans le monde où justement il y a des observatoires justement de la végétation au sol, et on avait vu qu'il y avait un bon accord entre ce qui était mesuré dans ces observatoires et ce qu'on avait à faire au satellite. Et donc ça nous avait permis un peu de faire ces cartes d'anomalie, des cartes d'anomalie justement de date de croissance de la végétation, qui donc vous voyez que les ordres de grandeur c'est plus ou moins une dizaine de jours, et qu'on avait pu relier, ce qui n'était pas une surprise, à justement la température en gros de la fin de l'hiver, début de l'été. En gros, quand vous avez un début de printemps qui est particulièrement doux, et ben il y a la végétation qui va démarrer plus tôt, et puis au contraire quand la température est plus froide, et ben ça va démarrer plus tard. Donc ça c'est un des paramètres, justement, ce date de début de fonctionnement de la chlorophylle, c'est un des paramètres qui est nécessaire dans les modèles de la végétation pour comprendre ensuite comment la végétation absorbe plus ou moins de carbone sur l'année. Et voilà. Donc c'est pour vous illustrer une des choses qu'on peut faire avec ces observations spatiales pour essayer de caler un peu mieux
les modèles de végétation et pour essayer de mieux comprendre justement comment est-ce que la végétation va réagir au changement climatique dans le futur. Il y a plein d'autres applications qu'on peut faire, hein, des trucs faciles, par exemple la détection et la quantification des surfaces brûlées, qui là aussi est importante pour quantifier justement les émissions de carbone vers l'atmosphère. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui se fait très très bien par satellite. Donc l'impact des sécheresses et des canicules sur l'activité photosynthétique, hein, vous voyez deux images qui ont été prises à la même date, ou pratiquement à la même date, en juillet, en 2021 à gauche et puis 2022 à droite. Vous vous souvenez que l'été 2022 a été particulièrement sec et que du coup la végétation a souffert. Hein, donc ça veut dire que la végétation a souffert, c'est-à-dire que l'activité photosynthétique s'est pas arrêtée complètement, mais a été fortement réduite par rapport à une année où il y a suffisamment d'eau pour la croissance de la végétation. Et donc ça se voyait très bien par satellite. Et puis un autre exemple, c'est la déforestation, une image qui est prise en Amazonie. Hein. Vous voyez, il y a une route principale qui est ici, et puis perpendiculaire à la route, en fait, il y a une déforestation progressive, et donc avec les arbres, on voit très bien justement ces arbres qui ont été retirés, et puis qui se mettent à se... Donc tout ça, c'est vraiment l'observation de la végétation et de ces changements. Donc c'est une des choses qu'on fait très bien par satellite. Alors maintenant, dans la dernière partie de mon exposé, je vais vous montrer un petit peu ce qui est fait pour observer vraiment le dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Puis je vais aussi vous expliquer pourquoi on a envie de mesurer par satellite ce dioxyde de carbone. Alors, comment on fait ? Donc vous avez la lumière... La lumière qui vient du Soleil, qui va traverser l'atmosphère, qui va être réfléchie à la surface, et puis qui va retourner vers le satellite. Et donc le satellite, il va mesurer justement cette lumière qui vient du Soleil et qui traverse l'atmosphère, qui arrive là. Et puis, en fait, sur le trajet, il y a des molécules. Et en fait, ces molécules, elles absorbent à certaines longueurs d'onde et pas à d'autres. Et donc là encore, je vous montre toujours... finalement, en fonction de la longueur d'onde, hein, donc en gros, le visible, c'est par là, et puis, ça, c'est l'ensemble du spectre solaire. Au-delà de 2,5 microns, il y a vraiment plus grand-chose. Donc, le visible est là, c'est une toute petite partie du spectre solaire. Et donc, vous voyez que, en fait, ce que ça montre, c'est l'absorption. C'est la réflectance. Donc, ça, en gros, ça montre, là, dans cette zone-là, finalement, l'atmosphère va absorber le rayonnement solaire. Ici, c'est essentiellement la vapeur d'eau qui absorbe pratiquement tout. Et donc, vous voyez qu'on a ce genre de choses, ce genre de structure très complexe. Et donc, si on fait vraiment un zoom, par exemple, sur cette partie-là qui est autour de 1,6 micron, avec le zoom, on voit qu'il y a différentes raies, les raies d'absorption, et ça, ce sont des raies d'absorption du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone absorbe à certaines longueurs d'onde bien précises, et vous pensez bien que la profondeur de ces raies d'absorption va être reliée à la quantité de dioxyde de carbone qu'il y a dans l'atmosphère. S'il y a peu de dioxyde de carbone, la raie va être peu profonde. S'il y a plus de dioxyde de carbone, la raie va être profonde. Donc en fait, on va avoir notre satellite, il va faire une mesure de la réflectance de la lumière, il va faire une mesure de la lumière solaire qui est réfléchie par la surface après traversée dans l'atmosphère, et puis il va, avec des algorithmes précis, on va mesurer justement la profondeur de ces raies, et on va en déduire la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Alors le problème, c'est que, vous avez vu que la quantité de dioxyde de carbone, l'ordre de grandeur, c'est 420 ppm, et les variations de ce truc-là, c'est au maximum une dizaine de ppm. Donc ça veut dire que il faut qu'on fasse une mesure qui est vraiment extrêmement précise. Voilà, donc j'allais dire, à très haute résolution spectrale, on peut mesurer les raies d'absorption des différents gaz, et la profondeur peut être liée à la quantité de CO2. Et donc ça, justement, c'est ce que va faire
Alors, il y a déjà des satellites qui font ça, hein, mais j'ai envie de vous parler de Microcarb, parce que Microcarb, c'est un satellite dont je suis le responsable scientifique. Donc, c'est moi qui ai un peu défini qu'est-ce qu'il faudrait que le satellite soit capable de faire. Et ensuite, c'est le CNES, le Centre national d'études spatiales, qui a pris les choses en main, qui a un peu fait le concept un peu précis, aussi bien de l'instrument que de toute la charge utile qui est autour. Et donc, ce projet, hein, le projet de satellite, c'est quelque chose qui a été décidé dans le cadre du Grand Emprunt. Et donc, normalement, il devrait être lancé l'année prochaine, en 2024. Ça a pris beaucoup de retard. Malheureusement, c'est comme souvent dans les projets spatiaux, mais enfin, on a quand même l'impression qu'on voit le bout et qu'on va donc avoir ce satellite. Alors, ce satellite, donc, très rapidement, hein, je ne vais pas rentrer dans les super détails, mais tout à l'heure, je vous ai montré un peu la bande où on va faire des mesures pour le CO2, hein, cette bande d'absorption du CO2 qui est très utile justement pour mesurer ça. Mais en fait, on va mesurer dans 4 longueurs d'onde, dans 4 bandes spectrales. Il y a une autre bande ici où les raies sont plus intenses. Simplement, elles sont un peu perturbées par des raies de vapeur d'eau, hein. En bleu, il y a des raies de vapeur d'eau au milieu des raies de CO2. Et aussi, on va faire aussi des mesures dans des bandes d'absorption, dans des bandes où c'est l'oxygène en fait qui est actif. Pourquoi ça ? C'est parce que en fait, ce qu'on mesure finalement, c'est la quantité totale de dioxyde de carbone qui est sur le trajet optique. Mais ce dont on a besoin, c'est une concentration, donc il faut un peu normaliser par le trajet optique. Et en fait, le trajet optique, on le connaît justement avec la quantité de molécules d'oxygène qu'on a sur le trajet. Donc finalement, on fait une mesure de l'oxygène qui nous donne le trajet optique, on fait une mesure du CO2 qui nous dit quelle est la quantité de CO2 sur le trajet, et puis avec le rapport entre les deux, en fait, on a la concentration du dioxyde de carbone par rapport à l'oxygène. Donc ça nous donne un peu la concentration en air sec. Voilà ce qu'on va faire. Alors, simplement, pourquoi est-ce qu'on fait ça, en fait ? Je vous ai montré jusqu'à présent qu'il y avait déjà une centaine de stations dans le monde où on mesure le dioxyde de carbone et qu'on le connaît finalement très, très précisément. Et donc, pourquoi ça ? En fait, c'est parce que ce n'est pas tellement la concentration qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est les flux, les émissions, soit les émissions, soit les flux. Alors, imaginez bien que si on était capable, si on mesure au vent, il y a une certaine zone, si on est capable de faire une mesure au vent de la concentration et puis une mesure sous le vent de cette concentration, et qu'on connaît le vent entre les deux, si on mesure une concentration ici qui est supérieure à celle-là, c'est qu'il y a une source sur le trajet. Si au contraire la concentration ici elle est plus faible que celle qui est là, c'est qu'il y a un puits sur le trajet. Et puis évidemment, le gradient entre les deux nous donne justement l'intensité de cette source ou de ces puits. Donc là, je vous ai expliqué avec les mains l'intérêt d'avoir une mesure de la concentration partout sur Terre en permanence, parce que justement en regardant un petit peu les gradients spatiaux et temporels de ces concentrations, on peut remonter aux sources et aux puits de carbone, ce qui est un petit peu ce dont on avait besoin pour répondre aux questions scientifiques que je vous ai montrées tout à l'heure. Comment est-ce que la végétation fonctionne ? Comment est-ce que la végétation réagit à des modifications des températures des précipitations ? Bon, et puis là, pour les experts, voilà un petit peu les formules mathématiques qui nous permettent de faire ça. Si on a des mesures de concentration un peu partout, si on connaît le transport atmosphérique, comment est-ce qu'on passe justement de cette connaissance des concentrations à la connaissance des flux. Et donc, en fait, l'idée, le genre de choses qu'on est en train de développer dans mon laboratoire, finalement, c'est des systèmes d'assimilation où on va utiliser un petit peu toutes les observations qui sont disponibles, donc aussi bien les observations de concentration qui sont obtenues par les satellites que les observations qui sont au sol, des différentes, soit des mesures de concentration de surface, soit aussi finalement des informations sur l'état de la végétation.
Et puis, en fait, on met tout ça dans un système d'assimilation qui nous permet justement d'arriver jusqu'à ces cartes, cette carte temporelle aussi des flux de surface. Et donc, pour terminer, je vous montre juste voilà, le genre de choses qu'on arrive à produire, ce genre de choses qui montrent des cartes, soit des cartes des flux nets qui contient aussi bien les flux fossiles que les flux naturels, ou alors simplement des cartes qui montrent que les flux naturels. Et donc on voit ok, si on regarde les deux, on voit un petit peu les zones particulièrement émettrices, donc la Chine, l'Europe, les États-Unis, qui sont un peu les hotspots des émissions de dioxyde de carbone. Et puis si on regarde plutôt les flux naturels, on voit un petit peu quelles sont les régions finalement où il y a un puits de carbone, ou quelles sont au contraire les régions où la végétation et les océans ont tendance à perdre du carbone. Et donc après, une fois qu'on a ces cartes, il faut de l'interprétation pour faire ça. Combien de temps il me reste 5 minutes. Donc j'ai quelques mots à dire effectivement sur le méthane, mais finalement ça recoupe pas mal les choses que tu as dites tout à l'heure. Le fait que ici, ça c'est encore une figure qui est extraite du cinquième rapport du GIEC, qui fait un peu une quantification du forçage radiatif. Quelles sont les différentes actions humaines en fait qui conduisent à perturber l'équilibre radiatif de la Terre. Donc, en fait, le CO2, c'est quand même le gros morceau, qui conduit à un forçage radiatif de presque 2 watts par mètre carré. Mais vous voyez que ça, c'est les autres gaz à effet de serre. Et comme Marc a dit tout à l'heure, il y a effectivement d'autres gaz à effet de serre qui au total, ont une contribution qui est à peu près moitié de celle du carbone. Donc, le méthane qui est ici, protoxyde d'azote, et puis tout ce qui est les halocarbone. Mais vous voyez que l'autre impact sur le forçage radiatif, c'est tout ce qui concerne les aérosols, qui ont plutôt un effet négatif. Alors, ceci dit, le méthane, en fait, donc, c'est un gaz à effet de serre qui est d'importance plus faible que celle du CO2, mais qui est quand même, c'est quand même significatif, et puis surtout, il réagit beaucoup plus vite que le CO2. Et en fait, on a des variations internes. Vous voyez que ça, c'est une courbe qui montre la concentration de méthane dans l'atmosphère. Donc moi, au cours de ma carrière, à un moment, il y a 20 ans, on a dit, le méthane, il a quand même beaucoup augmenté. Mais c'est terminé. Maintenant, on est arrivé à nouveau à un équilibre et finalement, il n'y a plus d'augmentation du méthane dans l'atmosphère. Et puis, on ne comprenait pas très bien pourquoi, très franchement. Et puis après, il s'est remis à augmenter et très franchement, on ne comprenait pas très bien pourquoi. Et puis là, ces 2 dernières années, il a augmenté encore plus. C'est-à-dire que le taux de croissance, et vous voyez que le taux, ça c'est la variation annuelle de la quantité de méthane dans l'atmosphère, vous voyez que les 2 dernières années, cette augmentation a été record. Et on essaye d'avoir des explications, mais franchement, en tout cas, on ne peut pas dire qu'on l'avait anticipé. On n'avait pas du tout anticipé cette augmentation record du méthane. Donc c'est compliqué parce que, en fait, le méthane, d'abord, autant le CO2, les variations du CO2, c'est essentiellement les sources de CO2, c'est essentiellement les combustibles fossiles. Et puis il n'y a pas de puits, il n'y a pas tellement de puits dans l'atmosphère, il n'y a pas de chimie du dioxyde de carbone, donc finalement, il y a un puits dans la végétation, il y a un puits dans l'océan, mais c'est relativement bien cadré. Autant pour le méthane, d'une part, les sources sont beaucoup plus diverses. Il y a effectivement des sources anthropiques, il y a pas mal de fuites sur le réseau de gaz, sur l'exploitation du gaz naturel qui met du méthane dans l'atmosphère. Il y a les ruminants, vous avez certainement entendu parler des paies DVH donc, qui mettent du carbone dans l'atmosphère, mais il y a aussi tout ce qui est culture irriguée. Typiquement, les rizières, c'est des sources de méthane importantes. Et puis, en fait, la gestion des déchets, c'est aussi des sources importantes qui se rajoutent à celles des sources naturelles qui sont les zones inondées, et puis tout un tas d'autres trucs, mais qui sont d'un ordre de grandeur plus important. Et puis, ce qui est compliqué aussi, c'est qu'il y a quand même
un puits dans l'atmosphère, enfin le puits principal du carbone, c'est pas qu'il se dissout, du méthane, c'est pas qu'il se dissout dans les océans, c'est qu'il est, il est détruit par oxydation dans l'atmosphère. Et donc, en fait, ça va dépendre d'un certain nombre de réactions chimiques dans l'atmosphère. Et donc, on a même une des hypothèses sur le fait qu'on a eu un taux de croissance très important en 2020, c'est justement, il y a eu du fait des confinements, il y a eu une émission d'oxyde d'azote qui était réduite, qui a modifié la capacité oxydante de l'atmosphère et qui a donc diminué le puits de méthane dans l'atmosphère. Ça, je suis sûr que Marc pourrait en parler mieux que moi. Voilà. Et donc tout ça pour dire que, là aussi... il faudra revenir la semaine prochaine, moi je trouve ça passionnant. Juste pour dire que de la même manière que le CNES a construit justement une mission spatiale dont l'objectif est de mesurer le dioxyde de carbone, le CNES, en collaboration avec l'agence allemande équivalente du CNES, a dans ses cartons le fait d'une mission qui va justement mesurer le méthane depuis l'espace. Je ne rentre pas dans les détails, je pourrais y répondre si vous voulez, mais voilà. En tout cas, je ne crois pas qu'il faut dire que le méthane, on ne s'y intéresse pas. Au contraire, il y a vraiment une recherche très active sur cette question. Et il y a des missions qui sont lancées spécifiquement là-dessus. Voilà, mes conclusions, c'est essentiellement un résumé de ce que j'ai raconté. Donc je vais pas tout vous dire ça, vous le lisez si vous voulez. Et pendant ce temps, je réponds aux questions. Merci.